dire qu'on ne peut pas dissocier le degré d'investissement dans le fossile sans le lier avec la demande future, notamment à long terme. Pas à moyen terme, à long terme. Si on va investir énormément et avec des sommes colossales, ensuite on ne trouvera pas d'acheteurs parce que tous les pays vont passer à la neutralité carbone. Donc moi je pense qu'il faut essayer d'avoir un œil, pas être emballé par la conjoncture et lier les intérêts à moyen et à très long terme. Welcome to Energy Vista, a podcast on energy issues, personal and professional trajectories. I'm your host, Leslie Palti-Guzman. In each episode of this podcast, we chat with energy experts from all around the world. We exchange on timely energy issues as well on their life experience. You will learn a lot, whether you're an energy aficionado or a newbie. It's April 29, 2022, and time for a new Energy Vista episode. Today, it's a very special episode because it will be in French. My guest is Dr. Benabou Senouchi, professor of the Oran School of Economy in Algeria. Benabou is a professor of the Graduate School of Economics, head of the research team Energy, Environment, and Sustainable Development Issues in the Maghreb, and member of the research laboratory on Euro-Mediterranean economies. He wrote several publications, including one comparing gas export strategies between Algeria, Qatar, and Russia. We will discuss timely issues such as the impact of the Russia-Ukraine war on Algeria, export strategy, energy transition, foreign investments, and maybe even hydrogen, and many other timely topics. Bonjour Benabou. Bonjour Leslie, content de m'avoir invité. Je suis ravie de vous avoir sur notre podcast. Je voudrais commencer par vous demander qu'est-ce que l'Algérie peut faire ou veut faire avec cette crise énergétique en Europe. Vous m'avez fait transmettre une caricature très drôle qui avait été publiée dans le journal algérien Liberté et qui montre tous les chefs d'État étrangers faire la queue devant le bureau du président Abdelmadjid Tebboune, avec une grande valise et chacun portant le drapeau de son pays. Les Italiens ont récemment fait aussi leur visite et le Premier ministre italien a signé apparemment un contrat avec Sonatrach. Alors, qu'en est-il des relations entre l'Europe et l'Algérie? Est-ce que ce regain pour l'Algérie va durer? Et est-ce que l'Algérie peut agir assez vite et peut le faire? L'Algérie, à l'instar des autres pays producteurs de gaz, elle a été sollicitée par les pays occidentaux pour augmenter la cadence de ses exportations vers ces pays, notamment l'Europe. L'Algérie, donc, c'est un ancien fournisseur de gaz à l'Europe, et c'est suite aux sollicitations, notamment avec l'Italie. Donc, il a été convenu il y a une convention qui a été signée entre l'Italie et l'Algérie d'augmenter à moyen terme, d'ajouter 9 milliards de mètres cubes, donc aux 22 milliards déjà qui existent, sachant que le gazoduc Transmed qui relie l'Algérie à l'Italie, sa capacité est de 32 milliards. Alors, d'où va venir ce nouveau gaz? Pour l'Italie, à court terme, il prévoit 4 milliards de mètres cubes. Enfin, il a été dit que le 4 milliards, c'est parce qu'il y a des gisements qui ont été découverts et ce sont des gisements exploitables. L'un des gisements, c'est avec Eni, avec l'italien Eni. Et donc, il prévoit c'est des gisements de production de pétrole et de gaz. Et donc, certainement, c'est ces gisements-là qui vont plus les réserves qui existent déjà, qui vont suppléer donc à la demande. Et est-ce que donc des économies potentiellement dans la réinjection et le torchage, est-ce que c'est un problème que Sonatrach est prêt à résoudre? En Algérie, le taux de rendement, on appelle le taux de récupération des puits de gaz et de pétrole, ils sont très 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 faibles. Et donc la technologie moderne permet d'augmenter ce taux de récupération. Il est question aussi de ne plus utiliser le gaz dans le boosting, comme vous venez de le dire. Donc, l'un des ministres qui était responsable du département d'énergie avait supprimé le gaz qui était destiné pour le boosting pour le destiner à l'exportation.
Ce qui fait que, et pour le pétrole et pour le gaz aussi, c'était une perte considérable. Oui, si vous permettez, le torchage, l'Algérie avait donc ratifié le protocole de Kyoto à partir de janvier 2012. Donc l'Algérie devait arrêter le torchage, il devait plus avoir de torchage à partir de janvier 2012. Mais à défaut, ça n'a pas été le cas. Donc les compagnies pétrolières, y compris la Sonatrach, payent donc là, une taxe carbone à défaut de ne pas pouvoir arrêter le torchage. Sinon, pour ce qui est du torchage, il y a un programme de transition énergétique qui a été adopté en Algérie en 2015 et revu en 2020. Ce programme prévoit, donc, c'est un programme assez ambitieux en matière de transition énergétique. Il y a le volet efficacité énergétique. Il y a aussi le volet énergie renouvelable. Dans le volet efficacité énergétique, il y a le torchage. Donc, il est prévu un petit peu de diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans le CO2, mais aussi il y a tout un programme ambitieux qui prévoit de faire des économies de l'ordre de 270 milliards de mètres cubes de gaz de 2021 jusqu'à 2035. Si on arrive à réaliser le programme d'énergie renouvelable, ce programme, c'est un programme assez ambitieux. Il prévoit un programme de 16 gigawatts d'ici 2035. Et malheureusement, il y a beaucoup de retard qui a été enregistré. Il y a 400 mégawatts qui sont déjà opérationnels. Il y a un appel d'offres qui a été lancé il y a quelques mois pour 1000 mégawatts. Le programme prévoit l'installation de 1000 mégawatts chaque année jusqu'à 2005 à hauteur de 16 mégawatts. Ce programme donc devrait faire des économies de 270 milliards de mètres cubes de gaz naturel. C'est-à-dire que la consommation d'énergie domestique va être compensée par la production d'énergie renouvelable, notamment le solaire. Alors la grande question, Benabou, c'est de savoir combien de temps les investisseurs étrangers, les compagnies européennes vont être intéressés par l'Algérie. Moi, je pense que le fait que cette loi ait été revue à deux reprises, c'est un appel qui a été lancé donc, aux investisseurs étrangers pour venir investir en Algérie. Je pense que le meilleur moyen pour arranger les uns les autres, il n'y a pas mieux que les contrats qui protègent les intérêts des pays exportateurs et des pays importateurs. En plus de ça, les contrats à long terme favorisent les investissements. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'Algérie d'investir davantage encore dans ses productions d'hydrocarbures versus la diversification de son économie et l'accélération des renouvelables, l'hydrogène bleu, vert? Il y a quelques initiatives préliminaires en Algérie pour faire progresser les énergies renouvelables. Un petit peu, vous savez très bien que l'Europe envisageait maintenant, c'est dans le passé, envisageait donc la neutralité carbone en 2050. Mais avec ce qu'on voit maintenant, on voit qu'il y a pratiquement une remise en cause de tous ces objectifs. Pas uniquement en Europe, même aux États-Unis. Je pense que le président Biden ne pourra pas tenir ses engagements en matière de neutralité carbone ou les engagements relatifs à la protection de l'environnement et à l'écologie. La crise de l'Ukraine a montré combien les pays ont besoin encore d'énergie fossile. Sonatrach, donc à l'instar des grandes compagnies pétrolières et gazières, s'est mise donc aux énergies renouvelables. Mais actuellement, il y a un retour massif, un intérêt massif de la Sonatrach pour le renouvelable. Et l'accord avec l'UNIS, ce n'est qu'une. Il y a d'autres. Il y a une entreprise qui a été créée entre Sonatrach et Sonagaz qui s'appelle Shems. Et cette entreprise, elle est chargée donc de la production et de l'exploitation des énergies renouvelables, solaires et éoliennes et autres. Et je voudrais aussi dire que par rapport aux objectifs, je voulais dire qu'on ne peut pas dissocier le degré d'investissement dans le fossile sans le lier avec la demande future, notamment à long terme, pas à moyen terme, à long terme. Si on va investir énormément et avec des sommes colossales,
ensuite, on ne trouvera pas d'acheteurs. Parce que tous les pays vont passer à la neutralité carbone. Donc, moi, je pense qu'il faut essayer d'avoir donc un œil, ne pas être emballé par la conjoncture et lier les intérêts à moyen et à très long terme. 2050, c'est pas loin, 2050, c'est dans 25 ans. Hein. Mais je voulais vous demander aussi par rapport à l'hydrogène. Certains pays de la région du Maghreb, et voisins de l'Algérie, comme le Maroc, la Tunisie, mais aussi dans le Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte aussi, se sont déjà positionnés pour devenir des partenaires stratégiques de l'Europe. Est-ce que l'Algérie va arriver à rattraper son retard et va s'appuyer et pourra s'appuyer sur ces infrastructures existantes de pipeline? Exactement, c'est ça l'atout majeur que l'Algérie, dont l'Algérie dispose, c'est l'existence de cette infrastructure de gazoduc, donc qui permet un petit peu l'immigration vers un autre type d'énergie, qui est l'hydrogène, soit l'hydrogène bleu qu'on extrait à partir du gaz naturel, ou bien l'hydrogène vert qu'on extrait à partir donc avec l'eau. Et dans les deux cas de figure, l'Algérie a toutes les potentialités pour le solaire, pour l'hydrogène vert et le gaz pour l'hydrogène bleu. Donc, moi, je pense que c'est l'Algérie qui a le plus de potentialités par rapport donc, à l'étendue de son Sahara. Ça lui permet un petit peu de produire le solaire et l'énergie solaire et l'utiliser pour... même, il y a un économiste français, Jean-Louis Guigaud, qui vient de publier un papier dans le journal Le Monde, dans le journal français Le Monde, et dans lequel il dit que l'Algérie, c'est la pile électrique de l'Europe. Donc, le solaire peut être utilisé pour produire directement de l'électricité ou pour produire de l'hydrogène vert. Comme le gaz peut être aussi utilisé pour produire de l'hydrogène bleu. En termes de priorité pour l'Algérie, dans le contexte actuel, plutôt que d'envisager, par exemple, de développer des ressources de gaz de schiste qui vont coûter beaucoup d'argent et qui vont prendre du temps, la stratégie ne devrait pas être de faire des économies dans ce qui est utilisé dans le gaz au point de vue domestique et faire en priorité de l'hydrogène bleu ou vert et mettre en dernier le gaz de schiste. Ou bien vous pensez que le gaz de schiste va revenir en termes de priorité? Moi, je pense que le risque majeur pour l'exploitation du gaz de schiste, c'est la nappe albienne. La nappe albienne, c'est une nappe qui contient des milliards de mètres cubes d'eau non renouvelable. C'est une eau qui n'est pas renouvelable. Oui, à cause du risque de contamination de la nappe albienne. C'est une nappe profonde où il y a donc des réserves, c'est un réservoir immense, plusieurs donc, milliards de mètres cubes. Et si on s'amuse à l'exploiter, à le contaminer, et donc on va pénaliser les générations futures de ne pas pouvoir utiliser cette eau-là. Mais ceci dit, s'il y a une technologie récente qui permet d'exploiter le gaz de schiste sans aucun risque environnemental, eh ben, ça devient donc un gaz non conventionnel, ça devient à ce moment-là un gaz conventionnel. Mais sinon, on veut bien passer à une économie productive qui est moins dépendante des recettes des hydrocarbures, productif, diversifié, qui ne dépend pas uniquement du pétrole ou du gaz. Parce que dans la situation actuelle, l'Algérie est très vulnérable par le fait qu'elle dépend des recettes pétrolières ou gazières. Alors passons à votre trajectoire personnelle. Alors Benabou, vous êtes professeur, vous avez un doctorat. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre carrière et comment vous êtes venu à vous intéresser aux hydrocarbones et à en faire votre passion? Donc, je suis économiste et plus précisément macroéconomiste. Donc, je m'intéresse à l'analyse macroéconomique. Et je suis venu à l'énergie parce que je travaillais, j'ai fait un petit travail sur le gaz naturel en Algérie. Est-ce qu'il est compétitif? C'était ça, c'est par rapport à la compétitivité du gaz algérien. C'est une conférence
Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser à l'énergie. J'ai commencé par le gaz, mais j'ai commencé par l'élargir même au pétrole et aux renouvelables. Donc actuellement, je dirige une équipe de recherche. C'est l'équipe, le nom de cette équipe, c'est Énergie, Environnement et problématiques du développement durable dans le pays du Maghreb. On essaie de faire quelque chose. On a beaucoup de publications, moi et les chercheurs membres de cette équipe. Je n'ai pas fait que de la recherche, j'ai occupé des postes en direction. J'étais directeur de l'université de la formation continue, donc de 1998 à 2005. C'est l'équivalent d'Open University. Et aussi de 2010 jusqu'à 2017, j'étais directeur de l'École supérieure d'économie d'Oran, donc où je suis maintenant juste un enseignant-chercheur. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à la jeunesse algérienne maintenant, à vos étudiants? Est-ce qu'ils s'intéressent plus aux renouvelables, aux énergies fossiles? Leur futur est en Algérie, ailleurs? Comment vous les voyez? Justement, c'est mes étudiants un petit peu qui me donnent un petit peu l'énergie pour s'ouvrir à d'autres horizons. Comme vous l'avez si bien dit, il y a l'intérêt majeur pour tout ce qui est transition énergétique, tout ce qui est énergie renouvelable. Même, on voit ça à travers les mémoires, les projets de fin d'études, où une bonne partie de ces projets-là c'est un choix des étudiants, portent sur le renouvelable, sur la transition énergétique, sur l'efficacité énergétique, avec des données chiffrées, bien sûr. Des travaux de terrain. Est-ce que ça va être lu? Oui, tout le problème est là. Est-ce que ça va être exploité par les... Je l'espère, j'espère. Il y a tout un débat actuellement en Algérie sur la relation établissement universitaire et entreprise. Comment on peut jeter les ponts entre ces deux institutions. Mais c'est bien, et il y a un débat en Algérie par rapport aux questions économiques, par rapport à l'énergie, par rapport à la transition énergétique. Il y a un engouement, on voit ça à travers les rencontres scientifiques, mais aussi la presse algérienne, elle est truffée de contributions spécialistes sur des questions diverses concernant l'économie algérienne. Tout à fait. Sur cette note optimiste, Benabou, je vous remercie beaucoup pour cette discussion et j'espère qu'on aura l'occasion de reparler très bientôt. This episode was recorded on April 29, 2022. This is Leslie Peltier Guzman saying good day and good luck.